bienvenue sur cette agora dédiée à la structuration, le financement et la rentabilité des industries créatives et culturelles africaines. Je m'appelle Anne-Marie Mataï, donc je suis chef de projet Afrique au sein des équipes Euroquity de BPI France et j'ai aussi le plaisir de modérer cette session avec donc nos panélistes que je vais bientôt présenter. Et donc ça va être finalement un échange, comme l'indique le titre, un état des lieux des industries créatives et culturelles africaines, comprendre les enjeux sur le financement, comprendre également l'importance de la structuration de ces différentes filières dans le but de pouvoir vraiment en faire un secteur qui fait à la fois le pont entre l'Europe et l'Afrique, mais aussi tout simplement placer la culture africaine au cœur des enjeux internationaux. Et donc pour parler de ces questions, je suis ravie d'accueillir Teddy Kosoko, donc fondateur de Gara et coprésident du Sénégal Game Hub. Il y a aussi Célie Kagne qui est à la fois chef de produit dans la mode, dans la réalisation audiovisuelle également au Sénégal, et Gauthier Vassas, donc il va représenter la partie investissement dans cet échange, notamment représentant le fonds ELOS. Donc peut-être pour commencer, on va faire déjà un état des lieux donc, des industries créatives et culturelles, peut-être échanger déjà sur les défis à relever, voir le rôle des acteurs privés et puis publics dans ce secteur. Et je vais d'abord me tourner vers toi, Teddy. Alors Teddy, aujourd'hui, tu connais déjà un grand succès avec Gara. Peut-être une première question que j'ai pour toi, c'est quels ont été plutôt les défis auxquels tu as dû faire face dans la structuration à la fois de Gara et du Sénégal Game Hub. Merci beaucoup Anne-Marème, merci à vous tous. Donc, d'abord Gara, c'est une plateforme de contenu qui a pour objectif d'essayer de résoudre le problème de distribution et de monétisation des contenus culturels en Afrique. Donc, pour faire simple, c'est comment les sociétés françaises, américaines, indiennes, chinoises distribuent leurs contenus en Afrique et génèrent des revenus, mais surtout comment les Africains, sur le continent africain, arrivent à générer des revenus. C'est-à-dire un Sénégalais qui crée un contenu, comment il va générer de l'argent au Sénégal, mais aussi en Côte d'Ivoire, au Bénin, en Tanzanie, parce qu'on est 54 pays, 1,5 milliard d'habitants. Alors les premières difficultés qu'on a eues, c'est que l'Afrique, ce n'est pas un pays, c'est un continent, 54 pays. Il y a une vingtaine de monnaies en circulation, et ce n'est pas les mêmes lois. C'est pas les mêmes lois, c'est pas non plus les mêmes contraintes en termes légaux. Donc ça demande de créer pas mal de filiales sur plein d'espaces géographiques et surtout des problèmes de talent. Par exemple avec le Game Hub Sénégal qui est financé par la diplomatie française, donc l'ambassade de France, on a eu, au-delà du financement, on a des problèmes de ressources humaines. Donc on a dû nous-mêmes devoir aller dans les universités, former des jeunes pour accélérer les différentes productions. Merci beaucoup Teddy. Je vais peut-être rebondir sur un élément dont tu as parlé pour pouvoir poser ma prochaine question à Célie. Tu parlais notamment des financements publics que tu avais pu avoir. Peut-être Célie, si tu pourrais nous parler de ces enjeux donc de partenariat public, peut-être aussi de partenariat privé que tu as pu voir. Oui, je pense qu'on a eu la chance au Sénégal, à Dakar, d'avoir pas mal d'agences qui avaient pour objectif d'affermir d'affermir le tissu entrepreneurial local. Et différentes initiatives se sont multipliées, la DPME, la PIX, pas mal d'initiatives privées également, qui ont vraiment pour but de faire en sorte que les questions et les problématiques auxquelles différents types d'entrepreneurs dans notre écosystème, les questions auxquelles ils font face, qu'on puisse y apporter une réponse. Mais je pense qu'il y a souvent un gap entre les réponses apportées, la disponibilité de l'information, le fait qu'on soit même au courant que ces choses-là existent pour nous. Il y a un grand fossé informationnel et je me demande, d'information, je me suis souvent posé la question, comment est-ce qu'on pouvait faire en sorte de combler ce gap-là entre des initiatives qui existent. Souvent, on peut aller voir un ministère, le ministère de tutelle, quel qu'il soit, et ils nous disent souvent, telle chose existe pour vous, il y a des aides à la structuration, à la formalisation qui existent depuis telle année, mais on n'a pas l'info. Et pourtant, nous sommes les cibles nous sommes la destination de ces structures-là. Donc, je pense qu'il faut sortir un peu du cadre de réflexion institutionnelle et se demander réellement
en ayant une logique de terrain et en prenant les bonnes choses également de l'informel quant à la diffusion de l'information, la proximité des gens qui ont besoin de ce que vous avez à leur offrir et à arriver à combler ce gap-là. Il y a pas mal d'initiatives qui peuvent être mises en place pour juste créer des ponts plus efficaces que les ponts actuels. Donc essentiellement un enjeu, de ce que je comprends, il y a donc des entités publiques et puis privées qui sont présentes, mais il y a un enjeu en fait de lisibilité, de compréhension en fait de tous ces acteurs, et je pense qu'on pourra donc adresser ces questions lors de ce panel de manière très concrète. Peut-être Gauthier, alors toi tu es l'investisseur donc autour de cette table. Et c'est un point intéressant que donnait Célie. Peut-être est-ce que tu peux nous donner un aperçu des leviers de financement qui existent dans les ICC ? Oui, merci Anne-Marie. Déjà peut-être en 2 mots présenter ce que l'on fait exactement pour que ça structurera mon discours par la suite. Donc nous effectivement on a un fonds d'investissement créé récemment qui s'est spécialisé dans le et on n'agit pas sur toutes les filières. Donc, chaque filière a quand même ses spécificités et en termes de financement aussi c'est assez différent dans la logique. Mais je voudrais dire qu'il y a un point qui est quand même commun à quasiment toutes les filières des industries culturelles et créatives, c'est l'importance de la propriété intellectuelle. Et je pense que ça c'est un levier principal pour le financement. Puisque en fait, la propriété intellectuelle constitue pour beaucoup d'entreprises le principal actif. Et donc, il faut à la fois protéger ces actifs, donc il y a un enjeu de protection et de valorisation de la propriété intellectuelle. En tant qu'investisseur, c'est ce qu'on va regarder parce qu'en fait, c'est cette propriété intellectuelle dans laquelle on investit et qui permet ensuite de générer des flux de trésorerie. Donc, assurer un retour sur investissement. Donc ça, c'est très important. Et tout l'environnement juridique qu'il y a autour en fait, voilà, pour la protection des droits d'auteur notamment. Ensuite, je rebondis sur ce qu'a dit Teddy parce que c'est très important aussi. Dans beaucoup de filières, ce qui est important, enfin ce qu'on regarde, c'est un levier majeur, c'est la maîtrise de la chaîne de valeur. Parce qu'on peut produire, avoir des très très beaux contenus, des très beaux produits. D'ailleurs, il y a beaucoup de producteurs en fait en Afrique. Mais parfois, le maillon faible, c'est la distribution. On a du mal à accéder au marché parce qu'en fait, il manque ce maillon de la chaîne de valeur. Et en tant qu'investisseur, on regarde en fait pas seulement le produit, mais comment le produit va adresser un marché. Donc ça, c'est très important. Et enfin, dernier point, je rebondis aussi sur ce qu'a dit Célie plutôt, c'est les dispositifs et les outils d'appui public qui peuvent exister. Parce qu'en fait, ils permettent de catalyser l'investissement et effectivement d'avoir une rentabilité plus importante lorsqu'il y a des fonds publics, lorsqu'il y a des subventions. En fait, nous, en tant qu'investisseurs, on appelle ça du soft money. Et en général, ça permet d'accélérer les projets et surtout de les ancrer aussi dans une vision publique, une politique qui fait qu'on va trouver plus de débouchés derrière. Donc, c'est également important et je pense d'autant plus dans des marchés qui sont encore embryonnaires et qui se structurent petit à petit. C'est un point très important dont tu parles. Le nerf de la guerre reste quand même la question du financement. Et je pense que ce qui est bien aussi avec ce panel plutôt, c'est qu'on a vraiment une vision et puis une approche finalement très terre à terre. Peut-être pour rester sur la question des financements. Concrètement, quand tu analyses des dossiers, quels sont les critères que tu regardes pour financer ou bien ne pas financer en fait une société? Il y a des critères, j'ai envie de les distinguer en 2 catégories, les critères objectifs, les critères subjectifs. Parce que je pense que dans ces secteurs-là, on est un peu moins rationnel que dans d'autres secteurs. Et on porte, là on est dans de la création artistique souvent, donc on porte aussi, il y a un côté de croire en la création artistique, au produit. Et parfois, d'ailleurs, c'est des secteurs particuliers parce que c'est l'offre qui va créer la demande et pas l'inverse. Donc c'est là où c'est assez particulier. Maintenant, il y a toujours des critères objectifs, bien sûr. Tout investisseur, tout partenaire financier se base quand même sur des analyses financières, des fondamentaux, j'ai envie de dire, numériques.
Et ce qui est très important, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, au-delà de la valorisation de la propriété intellectuelle qui constitue les actifs qu'on évalue, il y a aussi, je pense, pour investir dans une entreprise, c'est évaluer sa solvabilité, surtout dans des secteurs où les cycles sont parfois pas très lisibles et où on peut avoir des grosses périodes d'investissement pour la création sans rentrée d'argent. Et donc la solvabilité est très importante. Et pour ça, nous, ce qu'on va regarder en premier lieu, c'est les garanties que peuvent en fait apporter les sociétés. Parce que nous, au-delà d'être un investisseur, ça, je ne vais pas dire en capital, plutôt c'est en trop capital. Derrière, on va aider la société à aller chercher d'autres financements ou d'autres investisseurs. Et pour ça, au-delà de nous, de notre rapport en tant que partenaire financier, il faut être capable de présenter des dossiers avec des garanties. Et aujourd'hui, parfois, c'est ce qui peut manquer dans des secteurs très incorporels. Et donc, voilà, Et puis, bien sûr, après, je vous passe tous les détails d'analyse financière, de ratio, mais voilà, après, bien sûr, c'est du travail de financier plus classique. D'accord, merci. Et puis, il y a un autre élément sur lequel je vais rebondir, mais d'abord, je voudrais repasser la parole à Teddy. Teddy, il me semble qu'à travers Gara, tu as réussi à lever plus de 1 million de dollars. Quel a été ton secret derrière? Concrètement, peut-être ma question, c'est comment est-ce qu'on fait pour attirer les investisseurs? Parce que déjà, la tech africaine est assez niche dans le monde du capital risque, l'industrie créative et culturelle aussi, donc on combine les deux, ça fait un petit défi. Donc comment est-ce que toi tu as fait pour pouvoir relever celui-ci? Très bonne question, sachant qu'en Afrique, il y a deux Afriques. Il y a l'Afrique anglophone qui capte le gros du financement, l'Afrique du Sud, le Nigeria et l'Égypte et le Kenya. Et les pays d'Afrique francophone qui, pour beaucoup d'investisseurs, n'existent pas. Et ça, c'est des réalités. Et alors, pour répondre à la question, comment on a fait pour lever ces sommes, qui, en fait, au fond, 1 million pour le marché africain et juste pour un pays comme le Sénégal, c'est pas grand-chose, quoi. Ou la Côte d'Ivoire, c'est pas énorme. Mais comment on fait pour réussir à convaincre des investisseurs? D'abord, moi particulièrement, je ne mens jamais aux investisseurs parce que l'Afrique et son développement poussent beaucoup de personnes à raconter des choses qui n'existent pas. Il y a un fantasme sur ce continent qui est exacerbé, qui est poussé à des proportions extraordinaires. C'est ce que fait beaucoup le Nigeria. Les gens racontent des choses sur les chiffres qui sont faux. Donc l'approche que j'ai, c'est toujours de dire ce que j'appelle la vérité, c'est-à-dire notre vérité par rapport à ce qu'on voit sur le marché, de présenter les chiffres qu'on a, de présenter, on s'appuie beaucoup sur les études qui sont faites par l'Agence française de développement, l'AFD, mais au-delà de ça, on prend ces chiffres et on va les tester sur le marché, on récupère d'autres datas qu'on va montrer en fait aux investisseurs. Et par la suite, une fois qu'on fait ça, on va essayer de dérisquer l'Afrique. Alors, qui dit dérisquer l'Afrique passe par à l'intérieur de notre business, des micro-business qui ont un potentiel extraordinaire qui va faire que si le business principal il échoue, les business secondaires qui sont à l'intérieur de la machine vont faire en sorte que l'investissement futur puisse renvoyer un retour sur investissement. De façon simple, nous on a une grosse plateforme aujourd'hui de contenu qu'on est en train de déployer dans plusieurs pays africains avec des partenaires telco et d'autres. À l'intérieur de cette grosse plateforme de contenu qui est d'ailleurs soutenue par l'Europe, BPI depuis le début, Amazon et beaucoup d'autres, on a des briques de paiement. Et ces briques de paiement aujourd'hui nous permettent de faire en sorte que si notre plateforme de contenu échoue, la brique de paiement va servir en fait à continuer à générer beaucoup d'argent. Et cette brique de paiement peut fonctionner en dehors de notre propre écosystème et accélérer les rentabilités. Donc ça, en fait, ça permet de dérisquer parce que la plupart des investisseurs ne connaissent pas l'Afrique, ils regardent des chiffres sur Internet et beaucoup ont peur de cela. Après, la deuxième chose qu'on essaie de faire aussi, c'est d'utiliser les chiffres qui sont balancés sur Internet en leur disant, par exemple, dans le secteur du gaming, c'est 300 milliards de dollars par an. L'Afrique, c'est 1%. Et on sait que l'Afrique, c'est 1% du PIB mondial. Enfin, c'est 3% du PIB mondial. Aujourd'hui, le gaming, c'est 1%. Et on a une marge de progression de 2%.
Donc ça, c'est quelque chose qui tourne autour de 6 milliards. Et on a cette marge pour aller chercher. Et le dernier point, en fait, la dernière chose qu'on a l'habitude de faire, c'est de montrer tout ce qu'on a réussi à faire avec très peu d'argent. Parce que souvent, en fait, les gens, ils pensent qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour commencer à travailler, pour commencer à avoir des résultats. Les investisseurs, ils aiment beaucoup lorsqu'un entrepreneur arrive. En fait, il s'est démerdé par tous les moyens possibles et imaginables pour avoir ses premiers résultats. Et à partir de là, ça va être beaucoup plus facile pour des investisseurs de le suivre et de mettre des tickets. Et en fait, c'est comme ça qu'on a réussi jusqu'aujourd'hui à avancer et à lever ces sommes. Je pense que ce que tu dis, c'est très important. C'est vrai que l'attraction, la preuve en fait de réussite tout simplement de son projet est un critère très important. Donc merci pour ces éclairages. Peut-être si je reste sur ce que tu disais Teddy, après bon, toi tu es dans le gaming, donc tu as quand même une composante tech qui est très présente dans tes activités. Mais les industries créatives et culturelles vont au-delà de ça. Donc peut-être je vais me retourner vers toi Célie. Donc toi tu es à la fois au croisement entre la mode, l'audiovisuel. Quelles sont les autres alternatives en fait de financement qui existent en dehors en fait de la tech dans les industries créatives et culturelles? En dehors de la tech, oui. C'est-à-dire, bon, il y a l'audiovisuel, le cinéma, la réalisation de séries, la fashion. Quelles sont les autres alternatives? Les autres alternatives de financement, je pense que, par exemple, pour une marque de mode, ce qu'on est beaucoup en train de développer en ce moment, c'est de collaborer avec des artistes digitaux et de créer des lignes, soit des lignes bis, soit des lignes de merchandising qui sont orientées vers une logique un peu événementielle. Par exemple, là, on aura les JOJ qui vont bientôt arriver. On collabore avec des gens dont on partage complètement l'univers pour créer des pièces qui ne sont pas forcément produites au Sénégal. Par exemple, il y a des collections qui sont produites pour du t-shirt parfois aux États-Unis, parfois en Turquie, mais c'est être dans une logique également de voir autour du cœur de notre marque qui est Célie Rabican. Comment est-ce qu'on crée des satellites qui nous emmènent à collaborer avec d'autres artistes, d'autres créatifs et à juste essaimer des lignes tout au long de l'année. Ça a été une bonne technique pour apporter plus, au-delà de la vente classique de nos collections, de la distribution qu'on fait sur le continent et ailleurs. Et je pense que pour l'audiovisuel, je pense que, enfin le cinéma, parce que j'ai d'abord commencé par un film en réalité virtuelle, pour lequel on a eu beaucoup de chance parce que les fonds étaient déjà disponibles. C'était un programme qui s'appelait Africa VR, qui était lancé par Big World Cinema. Et leur objectif, c'était de faire en sorte, à l'époque, en 2015, que l'Afrique ne soit pas en 80 millième position dans la production d'œuvres de réalité virtuelle et qu'on soit aux avant-pointes. Donc ils ont très tôt créé ce programme-là, ils nous ont mis en lien avec des gens de Microsoft à l'époque et Oculus, tout ça, pour juste que le continent et certains artistes du continent produisent des œuvres en réalité virtuelle et s'attaquent à ce médium-là. Mais là, le travail était déjà fait pour nous. Et quand bien même, la question qui s'est posée à l'issue de tout ça, c'est maintenant, quel est le modèle économique? C'est ce dont on parlait avec Gauthier, qui me disait qu'aujourd'hui, il y avait un modèle qui existait, et que des créateurs de VR et de réalité augmentée arrivaient à intégrer les salles de cinéma et à créer des projets qui se greffaient sur un modèle existant et déjà qui a fait ses preuves. Mais en termes d'audiovisuel, je pense que c'est, pour le cinéma, en tout cas me concernant, pour des projets qui sont un peu dans l'émerveillement, la science-fiction, la spéculation, ce sont des projets qui sont encore plus niche que niche. Donc là, il y a beaucoup de travail de penser en dehors d'un système pour y parvenir. Par exemple, aujourd'hui, quand on sort un film à Dakar, on fait en sorte que ce film-là puisse être montré en galerie, puisse être montré en salle, puisse être montré dans des espaces de visionnage qui sont alternatifs, mais juste créer par nous-mêmes un réseau de distribution qui parfois peut faire défaut, surtout pour des œuvres qui sont atypiques. Donc je pense que moi, la question qui me taraude souvent, c'est comment penser de façon hors système, comment s'inspirer également de modèles endogènes. Par exemple, pour moi, l'économie mouride et la logique
contributive que les Mourides ont, c'est quelque chose de super intéressant à étudier et à peut-être essayer d'appliquer à nos écosystèmes pour être en mesure de créer des canaux de distribution qui soient efficaces, pour être en mesure que les artistes puissent écouler leurs œuvres et ne pas avoir tous ces écueils hyper formalistes, hyper structurants. Parfois, on a besoin d'être entendu et qu'on vienne nous chercher dans un lieu qui a ses propres réalités. Donc c'est de ça que, pour moi aujourd'hui, c'est ça qui pique ma curiosité, c'est ce qui me motive également parce qu'on est en train également de travailler une grande association qui est dédiée aux professionnels de la mode qui s'appelle le Sénégal Fashion Council. Pour le moment, on est à peu près une 60aine de membres. Et comment cette affaire est née? On était à une conférence où il y avait beaucoup de gens de la mode et sans exception, nous citions exactement les mêmes problèmes qu'on avait sur notre chaîne de valeur. Des problèmes de distribution, des problèmes de formation, des problèmes d'équipement. Et ça ne faisait pas sens qu'autant de personnes talentueuses qui sont en mesure de mutualiser, de créer une centrale d'achat, j'en sais rien, mais qui sont en mesure de régler les problèmes ensemble, qu'on les règle de façon éparse. Donc c'est également le second défi pour moi, c'est de faire en sorte qu'il y ait des méga structures qui puissent porter les plus petites structures, bénéficier de l'appel d'air des plus grandes pour avoir un accès et puis créer une industrie qui nous ressemble. Parce que justement, tout à l'heure, tu as dit un mot, la rentabilité. Comment est-ce qu'en particulier sur l'audiovisuel et puis sur la mode, est-ce que les entrepreneurs ou bien les porteurs de projets peuvent vraiment arriver à générer du revenu de manière durable et puis ultimement convaincre que ce soit des futurs partenaires ou bien des futurs investisseurs d'accompagner le projet? Je pense que c'est une question qu'on se pose, nous concernant dans la mode. Dans le cinéma, je travaille avec pas mal de structures qui sont plus jeunes, qui se posent cette question en se demandant est-ce qu'ils peuvent créer des œuvres 100% financées au Sénégal sans avoir à courir différents fonds pour créer par exemple aujourd'hui un long métrage. Et sur le long terme aussi. Exactement. Donc je pense qu'il y a des tentatives intérieures d'être un peu plus indépendant également et de générer des revenus de façon directe sur la création des œuvres cinématographiques. Par exemple, il y a un long métrage qui va sortir dans pas longtemps qui a été fait 100% au Sénégal avec très peu de fonds et qui a une belle qualité, qui peut trouver ses canaux de distribution au Sénégal si la réflexion est poussée dans ce sens-là. Et je pense que c'est en train d'être le cas. Et concernant la mode, je pense qu'on ne peut pas... il arrive un moment où on plafonne et on a besoin d'avoir du capital. C'est une industrie, c'est ça, voilà, il faut produire une certaine quantité, il faut avoir des investisseurs, il faut avoir un backup. Donc je pense que c'est un tournant qu'on peut aider les structures à négocier ce tournant-là en... comment je peux dire ça? Juste en ayant plus un regard plus juste sur les choses qui sont des écueils. Si aujourd'hui, moi, je veux distribuer des pièces au Nigeria ou je veux distribuer des pièces en Angleterre ou ailleurs, je sais que la clé de voûte, ce sera de gérer mon transport, de faire en sorte que mon produit arrive là-bas sans avoir triplé son coût, parce que ça me coûte trop cher de le transporter. Donc, il y a un effort également dans les conversations qu'on a avec l'État, il y a un effort sur la législation à faire, sur le cadrage à faire. Il y a énormément d'éléments en fait. Ce n'est pas simplement l'huile de coude de l'entrepreneur et de l'entreprise, il y a aussi toute une harmonisation et tout un environnement qui doit être fertile et propice. Et je pense que c'est sur ça qu'on est en train de travailler. Peut-être, Gauthier, côté investisseur, quels sont les indicateurs en fait de rentabilité que vous observez pour savoir que effectivement ce projet, cette société, elle va tenir sur le moyen terme, sur le court terme ou le long terme plutôt? Déjà, c'est vrai que normalement les fonds d'investissement, les investisseurs ont ce qu'on appelle les TRI, donc taux de rendement interne cible quand ils investissent à une certaine 5-10 ans. En général, on va dire c'est ça. Ils s'attendent à un certain taux, à un certain retour sur investissement. Et
ce retour sur investissement varie en fait en fonction aussi de l'appréhension du risque et de l'évaluation du risque. Plus effectivement on va considérer que l'investissement est risqué, plus on va s'attendre à un retour sur investissement important. Donc comme l'a dit Teddy tout à l'heure, en fait c'est vrai qu'un investisseur, quand il va avoir un entrepreneur, une entreprise qui a réussi à créer déjà un modèle qui s'autofinance dans une certaine manière seul, sans appui, déjà on se dit que avec un capital, avec un appui financier complémentaire, il va y avoir un retour sur investissement. Donc ça, on regarde ça. Pour parler chiffres, globalement, aujourd'hui, des fonds de private equity, capital investissement, en Afrique, ils ne ciblent pas en dessous de 15-20% de retour sur échéance de 10 ans. Donc globalement, c'est ça. Pour les industries culturelles et créatives, c'est très élevé. En fait, selon les filières où on est, bien sûr, c'est très... La mode n'a rien à voir avec le gaming, donc on ne peut pas avoir des chiffres arrêtés. Mais globalement, je pense que les investisseurs qui ont une vision très, très européenne des choses, qui surévaluent le risque en Afrique, s'attendent à avoir une rentabilité trop élevée par rapport au niveau aujourd'hui de structuration de ces industries et en fait qui sont encore des industries en devenir où ils demandent d'être patients pour avoir une très forte rentabilité. Bien que on a vu, il y a des exemples avec des entreprises qui ont explosé, qui en quelques années ont des chiffres d'affaires qui ont permis d'avoir une rentabilité énorme. Bien sûr. Merci pour ces éléments. Et puis je vois que le temps est en train de filer. Donc peut-être une dernière question pour Teddy, où je vais aussi rebondir sur ce que tu as dit. Gauthier, tu as dit qu'il y a une différence entre si on parle de la mode, si on parle du gaming. Toujours sur la question de la rentabilité, Teddy, de ton expérience, est-ce qu'il y a un business model que tu recommanderais qui fonctionne en particulier dans ton sous-secteur des jeux vidéo? Alors, la question du business model, en fait, du fameux modèle économique, c'est un sujet sur lequel, nous, dans notre boîte, on a travaillé ces 5, 6, 7 dernières années, dans les jeux vidéo, dans la bande dessinée, dans les livres de manière générale, parce que notre boîte traite de ces sujets-là, plus un peu les films d'animation, un peu particuliers. Et aujourd'hui, on a fini par avoir 2 modèles économiques qui marchent plutôt bien. Le premier, qui est très peu connu, qui s'appuie sur une technologie qui s'appelle le DCB. Le DCB, c'est les fameux crédits téléphoniques que tout le monde utilise, les fameux prépayés. Et en fait, le DCB permet en fait tous les jours d'aller ponctionner l'équivalent de 15 centimes, 100 francs CFA, sur les prépayés des utilisateurs. Alors la conséquence du DCB, c'est que c'est très taxé en fait par les gouvernements à hauteur de 30% à peu près. Et à la fin de la journée, les plateformes comme la nôtre perdent 50 à 60% de l'argent. C'est-à-dire qu'on investit énormément d'argent pour le marketing, de l'acquisition, etc. Et à la fin, on se retrouve avec 40 ou 45% de l'argent. Donc ça c'est très rentable, ça marche très très bien. Par contre, c'est hyper taxé. Après, il y a un deuxième modèle économique qui est le mobile money, qui aujourd'hui commence à fonctionner. C'est du prépayé, c'est de l'achat à l'acte. On ne peut pas pousser de l'abonnement dessus, alors qu'en Europe, la plupart des plateformes tournent avec de l'abonnement. C'est ça qui a fait Netflix, c'est ça qui a fait les Amazon Prime, etc. Et il y a d'autres modèles économiques en fait, qui doivent être créés pour le continent africain. Et ça implique beaucoup de R&D. Et nous, dans ma startup, une partie de ce risque est financée par soit BPI, soit l'Union européenne, soit on fait de la diplomatie française parce que on est une startup, on est une société privée qui ne peut pas tout porter et on est plutôt content d'avoir ces acteurs à nos côtés. Merci beaucoup Teddy. Et donc on arrive malheureusement sur la fin de ce panel. C'est un exercice délicat que d'essayer de synthétiser tout ce que vous avez dit parce que finalement vous êtes des acteurs de nature différente, même 2 entrepreneurs, vous appartenez à des secteurs différents, mais ce que je retiens dans un premier temps, c'est que les initiatives existent, qu'elles soient du côté public ou bien privé, pour l'accompagnement, pour le financement. Cependant, il y a un point sur la visibilité, sur la compréhension, sur l'identification de ces opportunités. J'ai beaucoup aussi aimé à la fois donc, en savoir un peu plus sur les critères d'investissement,
en savoir un peu plus aussi sur les modèles économiques qui fonctionnent. Et ce que je retiens plus globalement, c'est qu'on est sur un potentiel marqué, sur un potentiel important des industries créatives et culturelles, et qu'il faudrait garder un œil attentif sur l'essor de ce secteur sur les prochaines années. Et donc je vais terminer tout simplement par vous remercier. Merci pour la qualité des interventions. Merci pour les conseils. Et je ne sais pas s'il y a peut-être une question de la salle, mais si vous en avez, je vous propose peut-être de venir nous voir à la fin de ce panel pour échanger. Merci.